variété de paysages. Mais c'est fou parce que où qu'on regarde à 360 degrés, il n'y a rien qui se ressemble. Il y a des îles dans tous les sens. Et là-bas, elle s'appelle comment au fond? C'est ça. Alors on voit Bouedic et Boued. Tu les connais toutes par cœur? Presque toutes, pas toutes, parce qu'il y a des toutes petites îles que je ne retiens pas. Certaines personnes me disent que je pourrais me lasser. Mais en fait, en étant arrivé dans la région, j'en ai pris plein les yeux. Et je m'émerveille à chaque fois que je vole sur le golfe. C'est extraordinaire. Vue du ciel, les innombrables parcs à huîtres s'étendent à l'infini entre les îles. Quand c'est marée basse, on voit tous les ostréiculteurs qui travaillent sur l'eau, qui sont dans les parcs à huîtres. Et parfois tu leur fais un petit bonjour? Et je vais leur rendre visite avec mon ballon. En plus, j'adore les huîtres, donc... Ils te donnent une bourriche comme ça en passant? J'aimerais beaucoup. Enfin, une bourriche, ce serait peut-être. Au cœur de ce paysage idyllique, nous allons découvrir un monstre qui ne se laisse pas facilement approcher, le courant de la Jument. On a 60 millions de mètres cubes d'eau qui passe par heure sur des forts coefficients de marée. Les plus téméraires en ont même fait leur compagnon de jeu. Pour les plongeurs aguerris, il devient tapis volant. En surface, c'est un partenaire tout aussi incontrôlable. Eux aussi devront composer avec les subtilités de la petite mer. Le 27 mai, plus d'1 millier de vieux gréments ont rendez-vous pour la semaine du Golfe. À Mesquer, aux confins du Morbihan, une équipe de charpentiers s'y prépare depuis 2 ans. Ils sont élèves d'un centre unique en son genre, Scholarmore, l'école de la mer. On a les mains dans le bois et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment, on apprend en faisant. C'est par ici que l'eau peut rentrer dans le bateau. Donc là, ici, il faut que ce soit étanche et il faut que ce soit bien ajusté. Une formation exigeante où se croisent tous les profils, où se transmettent un savoir et un savoir-faire. Quand l'été s'achève et que la semaine du Golfe n'est plus qu'un lointain souvenir, la vie sur les îles reprend avec ses charmes et ses contraintes. Et quand ça fait des grosses vagues, tiens, quand ça secoue, tu as peur un peu? Non? Pour Jules et Gabriel, le chemin entre l'école et la maison est une petite aventure. La famille Leménac vit et travaille sur l'île de Tascon depuis 5 générations. Un choix délibéré devenu très rare dans un univers majoritairement dédié au tourisme. Autour du Golfe ou dans les autres îles, les personnes préfèrent spéculer, vendre, au détriment de l'agriculture en fait. Ce trésor entretenu au fil des générations n'en est pas moins fragile, à la merci d'une agression. Il y a 20 ans, en décembre 1999, le Morbihan a connu le pire. L'Erika, un supertanker, fait naufrage au large de la Bretagne. Le remorqueur Abeille Flandre fait route vers lui dans une mer démontée. À bord, le journaliste Hervé Hamon. Un bateau qui coule, c'est une mort.
L'équipage se lance alors dans une manœuvre désespérée pour éloigner l'épave de la Terre. On savait que le bateau est en train de dériver droit sur Belle-Île et que si on n'intervenait pas, si on n'arrivait pas au moins à le stopper, il allait se cracher sur l'île et saloper tout le coin, quoi. Au matin de Noël, la marée noire envahit Belle-Île en mer. Pendant des mois, des milliers de bras vont nettoyer l'île jusque dans ses moindres recoins. 20 ans plus tard, personne n'a oublié. Dans le Golfe, on dit qu'il faut se méfier de la tranquillité apparente. Depuis la nacelle, je tentais d'apercevoir le courant de la Jument, tant redouté des navigateurs. J'étais plutôt sereine. On est bien ici au-dessus du golfe du Morbihan, on a l'impression que rien ne peut nous arriver, mais pourtant, sous cette apparente quiétude, se cachent ici les courants les plus violents d'Europe. Quand tout à coup, un autre piège, moins connu celui-là, se referme sur nous. Une légère dépression, liée à un manque de vent, crée un trou d'air et aspire notre montgolfière. S'ensuit une chute d'une quinzaine de mètres qui se termine dans une eau à 11 degrés. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau, hein. Il y a quelqu'un à l'eau, là. Attends. Attends, on va se rattraper. On va se rattraper. Notre caméraman tombé à l'eau est vite secouru par un bateau de pêche. Merci à eux. Au final, nous avons vécu une émotion forte, impressionnante. Une montgolfière qui heurte la mer, ça arrive. Cette mésaventure nous rappelle qu'ici, il y a des risques à la navigation, dans les airs comme en mer. Dans le golfe du Morbihan, de nombreux marins savent d'ailleurs parfaitement intervenir en cas de problème d'homme à la mer. Il faut dire qu'ici, des stages de survie sont régulièrement organisés. Nous avons participé à l'un d'entre eux quelques jours auparavant, aux côtés de Manuel Guédon, un spécialiste de la sécurité pour les équipages de course large. Je laisse là-bas, Merci. Tu vas tout droit. Ouais, je fais tout droit, ça devrait pas être compliqué. Ok, vas-y, ça commence à dérouler. Doucement, doucement, vous affolez pas. Tu mets à tribord ? Ouais. Doucement, 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 doucement. Tu contre là. Allez, il est où, Pogane? Déjà, on panique pas. Ouais, C'est là. On arrive. Première chose à faire. Première chose à faire, s'éloigner pour pouvoir se donner de l'espace pour pouvoir manœuvrer. Okay. Mais c'est contre-intuitif de s'éloigner de la personne qui vient tomber dans l'eau. Ben ouais, mais le problème d'un bateau, c'est que c'est quelque chose qui fait 10-15 mètres de long et qui manœuvre pas très bien quand il est à l'arrêt. Donc il faut se donner de la vitesse, il faut se donner de l'air pour le placer exactement où on veut. Mais là, je m'inquiète parce qu'il commence à s'éloigner là. Non, non, mais là, on va tourner. Ah, une petite rafale. On va laisser passer la rafale. Alors, essaye d'abattre un petit peu. Choc, choc, Isa, choc, Isa. Encore, encore, encore. On est pas à virer. Tu bord? Ouais. Ok, je change. Vas-y, tourne. Allez, on arrête le bateau. Tu vas face au vent. On largue le Selzig, on largue le harnais. Et là, le but, c'est de tourner autour? Exactement. Le but, c'est d'aller tourner autour de lui pour lui amener le boot, pour qu'il puisse récupérer le boot. Je le vois plus, il est où? Il est là. Ah oui, c'est vrai. Ok, ok, on y va, on y va. Allez, on descend sur lui. Ok, ok. Alors, on va tourner. Ok, remets la barre dans l'axe. C'est bon, il l'a attrapé? Il l'a lâché. Ok, il l'a attrapé. Donc là, maintenant, tu regardes devant pour arrêter le bateau. Le mot d'ordre, c'est réactivité et surtout no panique. No panique. On a le droit d'avoir un petit coup d'adrénaline au début. C'est pas évident, hein. Moi j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ah bah ouais, mais après il faut arriver à faire descendre le rythme cardiaque. Elle est bonne? Elle est bonne.
Là, heureusement, Manuel, qu'il a la combinaison étanche. Ah bah ouais, même là, 10 minutes dans l'eau, elle est fraîche, elle fait 10-12, elle est fraîche. Combien de temps on peut survivre dans une eau à 10 degrés là? Dans une eau à 10 degrés, Morgane ça dépend un peu du mental, mais ça peut être une heure, c'est déjà pas mal quoi. Ouais. Il faut déjà un sacré mental pour pas se laisser couler. On a vu des pêcheurs tomber à l'eau et rester 5-6 heures dans l'eau. Et puis on a vu des gens qui au bout d'un quart d'heure, ils en pouvaient plus quoi. Comment t'as vécu l'expérience toi, Morgane? Bah écoute, ça a été, vous avez été assez rapide, donc ça a été. Et donc l'arrivée du bateau sur toi, c'est comment? T'as pas eu peur? Au début, tu te dis que bon, tu sais jamais, mais avec cette combi, tu peux pas du tout aller en profondeur. Donc c'est-à-dire que si tu te prends la quille, tu te prends la quille quoi. Ah bah faut que le bateau t'évite. Oui voilà. Faut que le bateau t'évite. Ça c'est sûr. Sinon t'as le réflexe toujours de plonger sous. Mais nous avions une pilote émérite. Merci de m'avoir fait confiance. Bon, en tout cas, c'est une très bonne expérience qui va nous permettre, quand on sera vraiment dans la réalité, avec potentiellement un accident qui survient, de faire les bons gestes et d'assurer notre survie. De faire les bons gestes plus d'éviter les mauvais. C'est souvent ça le problème, c'est éviter le mauvais geste. Et c'est ça que j'aime dans ce boulot-là, c'est qu'on partage des choses et puis peut-être un jour un mec se rappellera de vous ou il sera en situation difficile. C'est le geste qui a fait que je m'en suis sorti. Voilà. C'est pas rien? C'est pas rien, donc c'est agréable. Voilà. Naviguer dans le Golfe est un art subtil qui demande patience, expérience et humilité. Louvoyer entre les îles du golfe du Morbihan est un privilège qui se mérite. Seuls les marins aguerris peuvent se risquer dans ce labyrinthe mouvementé. Il faut en effet une solide connaissance de la topographie sous-marine pour se frayer une route à travers cette large baie qui voit défiler les courants les plus puissants d'Europe. Ronan Le Borgne a tout quitté pour devenir un jour capitaine de navire. Il rêve de prendre la barre de l'un de ces petits ferrys qui font la liaison entre les nombreuses îles du Golfe. Paris-Aguirre, on vire. Ronan navigue ici depuis qu'il est enfant, mais il compte aujourd'hui sur son ami Thierry Calage pour lui livrer certains secrets de cette petite mer intérieure. La sensation que ça peut donner, des fois le courant, là, c'est que c'est le paysage qui bouge. Que les balises avancent, enfin bon, c'est ce qu'on arrive à faire croire aux touristes des fois. Il y a des endroits où on sait que même avec nos bateaux à passagers, moteur à fond, si on est au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, on recule. Les deux hommes se sont lancés un défi. Ils souhaitent franchir l'un des passages délicats du Golfe, le célèbre courant dit de la Jument, un tapis roulant liquide qui peut atteindre 20 km/h. Lorsque la Jument se faufile entre deux îles, elle gagne alors en puissance. On voit très bien la différence du courant qui monte et du contre-courant juste derrière. On voit la ligne là. Voilà le courant de la Jument. Faudrait pas que le vent tombe. Ouais, que ça continue. On va être short, hein. À peine entré dans les remous, le petit voilier devient ingouvernable. Il manque même de faire un tour sur lui-même. Le contre-courant qui m'a pris d'un seul coup et... Il a pris le nez du bateau alors que le cul était encore dans le... Il voulait me faire virer à 360 quoi. C'est ça qui est rigolo. Même avec un petit bateau comme ça, on peut être pris entre deux feux carrément quoi. Malgré leur frêle embarcation, nos navigateurs ne sont pas peu fiers d'avoir vaincu les tourbillons du grand courant. Tel un flux sanguin, le courant de la Jument irrigue le Golfe et ses marais depuis des millénaires. À une époque glaciaire où le niveau de la mer se trouvait 120 mètres en dessous de son niveau actuel. Il y a 20 000 ans, les hommes du Néolithique érigent ici plusieurs monuments encore visibles aujourd'hui. Monticule de pierre et de terre, le tumulus de l'île de Gavrinis est une ancienne sépulture.
Et puis sur une petite île, juste en face, se dresse un alignement de menhirs. Ces mégalithes sont vraisemblablement les vestiges d'anciennes croyances. Interdit d'accès, l'îlot d'Erlanik accueille exceptionnellement ce mois d'octobre une équipe de scientifiques des universités de Rennes et de Vannes. Ils sont venus réaliser toute une série de mesures et prendre des photos aériennes afin de mieux documenter ce décor mystérieux. Est-ce que tu penses qu'on peut aller survoler la deuxième enceinte là, qui est sur l'autre branche là? Là, on a la première enceinte de mégalithes qui se poursuit sur l'estran et on a carrément la deuxième enceinte de mégalithes qui est totalement immergée là. Donc là, si vous voulez, en direct, on a un témoin des fluctuations du niveau de la mer. Au niveau du sud de la Bretagne, la ligne de rivage est décalée de 70 km plus au sud. Il faut imaginer donc au niveau des paysages de steppe, de toundra, il faut imaginer des mammouths, des rennes qui piétinaient le sol morbihanais. Et donc au cours de la déglaciation, on assiste à une remontée du niveau marin. Donc au comblement petit à petit de ces vallées, là où passaient les fleuves, qui deviennent petit à petit des chenaux sous-marins. Lors de la fonte des glaces et de la montée des océans, les parties les plus élevées du golfe subsistent sous forme d'îles ou d'îlots. Les courants de marée empruntent le lit des rivières et creusent de larges vallées sous-marines, plus ou moins profondes. C'est un paysage caché que seule une poignée de téméraires peuvent explorer, sous le regard attentif de Joël Gernier, un moniteur de plongée très expérimenté. Bon, donc bien comprendre comment fonctionnent les flux marins. Alors, donc là, la mise à l'eau va se faire de ce côté-ci. Et on a toute cette masse d'eau qui va passer 2 fois par jour à l'aller et au retour par des petits passages très profonds et qui va donner une grande accélération au courant. Nous, on est ici, on va passer par cette petite étroiture et avoir le coup de pied aux fesses gentiment. On en a un autre qui passe ici, mais là, il y a de quoi déjà s'amuser. Donc, se laisser porter. Si vous voulez donner même un petit peu d'accélération au mouvement, vous pouvez plier les jambes pour laisser les palmes se faire prendre par la force du courant. On a 60 millions de mètres cubes d'eau qui passent par heure sur des forts coefficients de marée. C'est énorme. Et donc comme il y a toutes les îles et donc des étroitures où le courant veut passer à l'intérieur et en même temps en fonction des vallées, va générer des tourbillons aussi et des courants linéaires ou non. Ouais. Bouteille ouverte. La plongée dérivante est un sport extrême qui nécessite une préparation sans faille. Il est 10 h du matin, la mer descend depuis 3 heures. Le courant est de plus en plus fort. Et surtout, fais attention, c'est quand on arrive face à un caillou en général, le réflexe, on a tendance à appuyer avec les mains. Et sauf que là, tu vas appuyer sur la main et tu vas me couler. Et dans ces cas-là, j'ai tendance à moi venir taper le caillou. Donc ça, bon, c'est pas cool pour moi. L'inclinaison des palmes, le petit coup de rein et hop, ça passe. Allez là, 2, 3, go. Une bouée sera le seul repère qui, en surface, permettra de suivre la palanquée pendant toute la durée de la dérive. En quelques secondes à peine, le groupe se retrouve propulsé par une force invisible. Ils deviennent alors le jouet des éléments, mais tentent néanmoins de ne pas heurter les amas de roches qui se trouvent sur leur passage. Ils sont là, les bulles sont là-bas. Là, on se trouve en plein dans la 3e heure de marée. Ça veut dire que c'est là où on a le courant le plus fort. Ça, c'est le signe courant en plongée. Et là, ça envoie.
c'est des sensations pour aller voler sous l'eau. Et par ce fait, eh ben, on se trouve propulsé dans le courant un petit peu comme un parachutiste qui est dans l'air et qui va essayer de se stabiliser et de se tenir et de se laisser emporter, pas sur une verticalité, mais sur un côté horizontal. Ils sont là-bas. Alors, c'est comment pour vous? C'était bien, on peut arroser. Arroser. un peu rapide. Ah, extra les sensations, on a volé. Ça, pour voler, on a volé. Ah ouais, ça on voit. On fait quelques petits saltos avant, latéral, vrille. Des rochers qui sont passés super près, c'est-à-dire que ça arrive à une vitesse où du coup, bah, t'es un peu surpris, quoi. C'est ça qui est, c'est fou, quoi. Je suis partie, mais alors, le courant m'a emmené de l'autre côté. À partir du moment où je me décolle du fond, on n'est plus dans la même veine d'eau. Moi, je suis à une vitesse supérieure, donc forcément, j'accélère. Tu me vois partir à ce moment-là? Alors que les plongeurs se remettent de leur aventure mémorable dans les profondeurs du Golfe, un peu plus loin, sur l'île d'Ar, un homme s'apprête à remettre en marche un vieux moulin à marée. Jean Bulot a reconstruit de ses propres mains ce vestige datant du XVIe siècle. Il est 13h30, la mer a presque atteint son niveau le plus bas. C'est un véritable tableau de maître qui apparaît alors. Un peu partout dans les zones les moins profondes de cette mer intérieure, les ostréiculteurs sont au travail, les pieds dans l'eau. La marée basse est propice au retournement des poches d'huîtres, l'un des trésors du golfe du Morbihan. Elles puisent tous leurs nutriments dans les masses d'eau chargées de plancton qui circulent entre les îles. Malgré toutes les cartes marines que l'on peut trouver à bord d'un bateau, dans le golfe, si l'on veut éviter les pièges de la jument, il faut se fier à son expérience et surtout à ses yeux. Avant de pouvoir décrocher son diplôme de capitaine de ferry, Ronan Le Borgne doit apprendre les subtilités de la navigation au moteur. Il est guidé par son ami et associé François Perru, qui connaît ce dédale comme sa poche. On est en train d'éviter le fort courant pour attraper le contre-courant. Là, on va passer le faucheur. On essaye de prendre de la vitesse dans le contre et tout pour avoir un bon élan pour pouvoir passer le courant. Et si j'ai bien compris l'histoire, il faut que j'essaye de mettre mon bateau déjà face au courant avant de l'attaquer, quoi, avant de rentrer dedans. Sinon, le nez, il se fait embarquer et je ressors du golfe. Il faut fermer l'angle que fait l'axe du bateau avec l'axe du courant. Voilà, là, il faut le mettre quasiment face au courant. Sinon, ça va pas bien se passer. Ah bah là, je le sens dans la barre. Hein. Et là, le bateau se fait bien secouer dans les marmites. Les marmites sont des remontées d'eau, en fait. C'est un peu le contraire du tourbillon. La flotte est projetée au fond de l'eau, et quand ça remonte, ça se déploie. Et ça donne des secousses au bateau. Tu as des décalages latéraux comme ça qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre. Assez brutalement d'ailleurs. Je suis content d'avoir un moteur neuf. Là, regarde, tiens, regarde, là, on va s'en prendre une belle. J'essaye de ne pas me laisser embarquer, de garder ça. Il y a des moments où ça me fait bouger le cul du bateau, donc j'essaie de garder le contrôle. C'est une sensation hyper agréable de dérapage, là, de glisse. Allez, il y a encore un trou devant, là. Regarde le faux plat, là. Hop, là, c'est pas de la houle, hein. C'est une bosse. Je chatouille le ventre. Pour quelqu'un qui débute, c'est bien d'emprunter ces passages-là à marée basse, comme ça on voit les caillasses. Parce que c'est à marée haute que c'est le plus dangereux, parce qu'on les voit pas.
Dans le golfe, quasiment tous les navires à passagers naviguent en visuel. Chacun a ses petits alignements en tête, ses petits repères. Voilà, bah, le piège d'un jeune marin, il faut rester humble en fait. Hein. Même Tabarly se faisait avoir, il a mis un jour son penduiquin sur la truie d'Aradon. Voilà, bah, faut retenir ça en tête. Même les meilleurs se font avoir, donc si on est moins meilleur que les meilleurs, on est censé se faire avoir un jour, donc il faut rester humble. Si tout va bien et si la jument est clémente, Ronan et François devraient atteindre l'île aux Moines d'ici une vingtaine de minutes. Le récif sur lequel Tabarly a posé sa quille est situé au milieu d'un bras de mer entre l'île aux Moines et le continent. À marée basse, c'est le genre d'endroit qui attire les pêcheurs en quête de crustacés. Mais ici, les cailloux au ras de l'eau se transforment vite en pièges. Plusieurs fois par an, quelles que soient les conditions météo, les membres d'équipage de la SNSM s'entraînent pour secourir ceux qui ont été surpris par la marée ou emportés par les courants. Ok, tout bien pris, on est sur zone dans une minute, reçu. Celui qui ne maîtrise pas la nage dans les puissants courants de marée n'a pas sa place sur le canot de sauvetage. Il est 14h30, les flux marins commencent à s'inverser. SNF 277, SNF 277 de nageur de bord. Ouais, nageur de bord, transmet. Oui, donc la victime est une femme d'une trentaine d'années, donc elle est consciente, elle n'a pas eu de perte de conscience initiale, et du coup là j'attends un peu plus de renfort pour vous donner un second bilan. À vous. Ok, tout bien pris, je transmets à l'équipage. Elle est consciente la personne? Ouais, elle est consciente, ouais. Ok, ça marche. Il faut faire vite car les premiers signes de la marée montante apparaissent. Dans quelques minutes, les rochers sur lesquels repose la jeune femme seront recouverts par les flots. Là, l'autre côté, c'est bon? Vas-y, attends. Ok. Ok, ça va pour vous, madame? D'accord, orienté. Quand on tombe dans les courants, ce qu'il faut faire, c'est pas lutter contre le courant, c'est se laisser emporter avec le courant et ne pas oublier d'avoir son gilet. Si on a son gilet qui va vous permettre de flotter, les courants ont tendance déjà à vous sortir des zones, mais nous on arrivera pour pouvoir intervenir. C'est ce qu'il faut se dire. Ne jamais lutter contre un courant, parce qu'on va se fatiguer et la fatigue peut entraîner la noyade. La naufragée volontaire est de retour à bord. Bientôt, elle aussi devra apprendre les techniques de sauvetage si particulières qui sont mises en œuvre dans cette baie. Le golfe du Morbihan, nous, à la SNSM, on ne peut pas s'en méfier. Il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on soit capable d'intervenir dans toutes les situations, que ce soit de jour comme de nuit, avec du soleil, de la pluie ou du brouillard. On ne peut pas être méfiant. Il faut toujours être attentif, par contre. Il est 16h. Le courant de la Jument envahit peu à peu les parties les plus reculées du golfe du Morbihan. Lagunes, vasières, marais et îlots sont à nouveau noyés sous les eaux venues du large. Avec la marée montante, le vent s'est levé. Mais Jules compte bien aller voir ce qui se passe à la sortie du golfe, côté mer, là où le courant de la Jument prend son élan, entre Port-Navalo et Locmariaquer. Quand je suis arrivé la première fois, je pensais arriver bêtement dans un grand lac. Et le premier jour où j'ai rencontré le golfe, on me l'a présenté, je me suis rendu compte que c'était pas un lac, c'est une rivière qui change de sens tout le temps, toutes les 6 heures. Elle change d'intensité avec les différentes marées, avec le vent. J'adore naviguer ici, c'est changeant, c'est jamais la même chose, on rencontre pas la même mer. Il y a le courant qui est là, qui est présent, et ça c'est de la magie, quoi. Et moi c'est ça que j'adore ici, ce côté puissant, mais en même temps cool. Et ça porte bien son nom, Morbihan, la petite mer, bah, c'est vraiment ce qu'on retrouve là, tous les effets de la mer à une échelle un peu réduite, mais super agréable, et c'est un terrain de jeu magnifique pour le kayak.
Guide pour les kayakistes, Jules défie parfois les éléments qui se déchaînent dans le goulet étroit qui mène à l'océan. Écoutez là, ça fait du bruit, on entend vraiment les vagues. Elles commencent à déferler, c'est pas des grosses vagues, mais ça va permettre de jouer. Et donc là, on commence à voir un peu de vagues, et c'est là où ça devient rigolo. On est petit quoi, on n'est pas grand chose. On joue pas contre la nature, là elle nous accepte un peu, mais c'est vraiment la nature la plus forte, ça restera la mer. Il y a des fois où on y va, on a envie, et puis au dernier moment on va se dire bah non là ça passera pas, ça va pas être sécurisant, le but c'est le plaisir. Retour dans le golfe où les tourbillons, les marmites et le clapot provoqués par la jument se calment peu à peu avec la fin de la marée montante. Pour Jules, mais aussi pour tous ceux qui composent avec les éléments, le golfe est un univers à part. Un lieu unique qui rassemble les amoureux de la mer et les marins de tous horizons. Ah mais tiens, j'ai l'impression d'apercevoir Ronan et son bateau. Salut les gars, ça gaze? Ouais, on a été jouer à l'extérieur, ça bougeait un peu, on a trouvé un peu de mer. Du coup c'était cool, et puis là on est venu au calme dans les courants. Je sais pas trop, mais je suis content d'être là. Je sais pas, je dois être un peu contemplatif, mais plus ça va, plus je l'aime bien. Pourtant, je le connais depuis que je suis petit, ce golf, mais j'ai juste l'impression d'être à ma place ici. Et ne pas avoir envie d'être ailleurs. C'est ce que je pourrais dire en résumé. Après des heures de navigation dans les puissants courants du Golfe, après nous avoir livré certains secrets de cette baie singulière, il est temps pour Ronan Le Borgne de retrouver la terre ferme et les rivages de son île préférée, l'île de Berdères, et sa vue imprenable sur la Jument. Il est 20 h, la mer est presque pleine. Le soir, on réentend le bruit du courant quand tous les bateaux sont rentrés, que les moteurs sont éteints. C'est là que ça... Là, il y a un bon sentiment là, en fin de journée. Là, quand ça se calme, c'est hyper agréable, quoi. C'est le plus bel endroit du monde. C'est pas pour rien que les hommes préhistoriques, ils avaient fait leur tumulus sur la pointe sud, là. Bah, ils prenaient pas les pires endroits. Près de Séné, ce sont aussi les courants qui façonnent l'immense vasière de Boued. Et on y va. À marée basse, un précieux butin devient accessible pour ceux qui ont la volonté et la force physique suffisante. C'est le cas de François, pêcheur de mollusques depuis 20 ans, et Isabelle, qui l'a suivi dans sa passion. Voilà. Si tu veux, je mets les sabots et je t'aide à pousser. En fait, c'est le même principe que les raquettes. On augmente la surface de contact et donc de stabilité. Voilà, c'est pour pas s'enfoncer. Voilà. C'est ça. Ça peut être vraiment jusqu'en haut des cuisses sur certaines zones. Sur certaines zones. C'est comme des crampons. Okay. Ça fait office de crampons. Faut pas avoir peur de se salir dans ce métier. Il faut que j'en rapporte combien de kilos pour être crédible? Pour être crédible et pour que ce soit viable pour toi, je dirais que ce soit
au moins 20-25 kilos. Voilà, 20-25 kilos pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir en vivre actuellement et avec une certaine rigueur en plus. D'accord. C'est-à-dire tous les jours. Quel que soit le temps, parce que là on a de la chance, il y a une petite éclaircie, mais ouais. Quand il pleut, averse, vous y allez aussi? On a la chance, nous, en tout cas, de pouvoir le pratiquer par tout temps. Comme tu peux constater, la mer descend pour nous. Donc, du coup, on peut pratiquer quand même le métier, quoi. Nous, l'important, c'est que l'eau disparaisse de la vasière. On est prêt? Allez, go. Come on. Hein, tu vas doucement, puis tu essayes de t'acclimater à la marche avec les sabots. Ouais. Nous avons 5 heures devant nous pour récolter les fameuses palourdes morbihanaises. La main est un râteau. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ton bout des doigts qui doit être tactile. Donc on appelle ça la gratte? À la gratte. Voilà. À la gratte. Donc ah, elles sont belles celles-là. Hein. Waouh! On enlève 2 cm. Et là, tu vois, on commence à découvrir des choses, quoi. Ah, regarde! Ma première palourde! Du bout des doigts, François et Isabelle seraient capables de cartographier tous les strands, même les yeux fermés, tant ils ont palpé ce territoire. Un métier physique qui occasionne gerçures et engelures, mais c'est ça le prix de la liberté. Ah, ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Ce qui m'attire, c'est une certaine forme de liberté, l'indépendance et le plein air, parce que je suis quelqu'un qui vit vraiment toute l'année dehors. Hein, donc, Isabelle, toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que t'es pas du coin. Non, je suis pas du coin, je suis surtout pas du tout issue du milieu maritime, mais alors pas du tout. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un chantier ostréicole. Et c'est ce qui m'a permis en fait de découvrir l'existence du métier de pêcheur à pied. On est rarement statique, sauf quand on trouve une zone qui est un petit peu plus dense en coquillages et auquel cas on est comme ça à genoux. Là, on va dire, sur cette zone-là, on va avoir 1 à 2 palourdes par mètre carré. Ouais, c'est pas Sachant énorme. Que moi, pour faire mes 25 kilos, il va me falloir à peu près 50 x 2, il va me falloir 1500, entre 1500 et 1800 palourdes pour faire mes 25 kilos. Ah oui, oui, quand même. Hein. Tous les jours, c'est une chasse au trésor perpétuelle. Moi, tu vois, là, j'ai un bébé. Je vais le prendre, je te montrerai après. Ah oui, mais par contre, on le relâche après. Ah oui. Parce que cette pêche, elle peut fonctionner que si elle est durable et donc il faut respecter le calibrage. Exactement. Un métier charnel au contact avec la nature et dans le respect total de la ressource. Pour protéger le gisement de palourdes dans le golfe du Morbihan, des licences sont attribuées à un nombre très restreint de pêcheurs. Ils sont à peine 140 dans le golfe. La pêche professionnelle autorise 70 kg de palourdes par personne. Le calibrage est aussi très important. Les coquilles doivent mesurer 3,5 cm de diamètre pour être prélevées. Une réglementation nécessaire mise en place dans les années 80, sans quoi le métier aurait pu disparaître. Toi, quand tu as commencé il y a 20 ans, quel était l'état de la ressource? Je dirais qu'il y a eu beaucoup de monde à pêcher ce coquillage. Trop de monde? Beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de monde. Et du coup, fatalement, on a été plus rapide que la reproduction de la palourde. Quoi. Et là, on discute de façon tout à fait naturelle, on parle palourde, on est sous la grève, mais on est bien. On est pas mal. C'est ça aussi le Morbihan. Pluie, grêle, et enfin, revoilà le soleil, qui n'est jamais parti bien loin. Les palourdes, ça se mérite, surtout celle-ci. Tout comme sur Terre, nous pouvons reconnaître le terroir marin. Les coquillages s'imprègnent du milieu où ils ont grandi, une typicité que l'on retrouve dans leur goût unique. Dans le golfe du Morbihan, qui est assez grand, en fin de compte, le goût de la palourde est différent dans chaque endroit quasiment où tu pêches. Elle a le goût du terroir. Elle a le goût du terroir et c'est pour ça qu'on en a une qui est très très prisée et d'ailleurs on a une palourde qui est labellisée Parc naturel régional. Premier produit de la mer en France labellisé. Mais j'ai hâte de goûter ça. Pourquoi? Parce qu'elle est succulente. Quoi. Elle est succulente. Ouais, vraiment. La qualité des produits de la mer. Le Morbihan souhaite en faire sa marque de fabrique. Pour cela, il n'hésite pas à innover et même à changer. Au large de Belle-Île, nous retrouvons Simon, marin-pêcheur. Depuis 4 ans, à bord de son filayeur, il pratique une pêche inédite
la capture du poisson vivant. Alors il y a une qui monte, il y a une grosse qui monte. Lorsqu'il remonte ses filets, il sélectionne ses plus belles prises et les dépose avec soin dans les viviers qui sont à bord de son navire. Je vais la mettre à vivre dans le vivier, pour la tenir vivante. Son défi, ramener le plus grand nombre de poissons vivants à la criée de Quiberon. Hop, dans l'eau, avec les autres. Plus question de ne faire que du rendement. Simon privilégie la qualité de son poisson. Limande, rouget, bar, il travaille toutes les espèces. Une lotte. C'est souvent à la demande des clients. On a un acheteur là, qui voulait quelques sols. Ouais. Un barbu qui monte. On va le garder vivant. Quoi. Un poisson vivant est vendu 2, voire 3 ou 4 fois plus cher à la criée. Ouais, mais avec, on garde les plus belles pièces, le poisson bien vivant, on sélectionne bien le poisson, les plus vivaces quoi, pour que ça tienne après. Ça va faire un petit plus sur les journées de pêche. Le poisson vivant, on le vend un peu plus cher. Ça fait un petit billet en plus, on va dire quoi. Cette pratique de pêche et de vente inédite en France vient tout droit du Japon. La formule attire les professionnels. Une dizaine de pêcheurs comme Simon l'ont déjà adoptée. Grâce aux poissons vivants, la criée de Quiberon a même sauvé son activité. Et c'est Alexandre Lebrun, son jeune directeur, qui l'a mise en place il y a 4 ans. Salut, ça va? Bien et toi? On a déposé un par un dedans. Alors, des petites dorades, une belle sole. Bar, c'est un produit ultra qualitatif. Et on voit bien la vitalité des poissons qui ramènent. Voilà, les sols avec le ventre bien blanc. Et alors là, quelque chose d'assez impressionnant qui arrive, que peu de personnes ont l'occasion de voir vivant. Attention les doigts, monte les dents. Une lotte. Attention au coup de queue. Ouais. Donc, voilà, et ça va vous permettre de voir sa gueule en fait et ses dents. Et c'est un poisson qui pêche. Je peux voir sa queue. C'est que là, en fait, ça a comme une canne à pêche ici, que ça secoue devant sa bouche en fait pour attirer les autres poissons et ça les croque au passage. Aujourd'hui, où on est tous un peu inquiets de ce qu'on peut avoir dans notre assiette, là, on peut vous dire exactement la zone de pêche à l'individu. C'est Simon qui l'a pêché, bateau Kenvor, au sud de Belle-Île. Hop là. Une fois débarqué, le poisson est transporté dans des locaux spécialement aménagés au cœur de la criée et ce sont les pêcheurs qui se chargent eux-mêmes de transvaser leur capture vivante dans ces grands bassins. Toujours plein d'attention pour ces poissons, Simon a développé une nouvelle approche de son métier. Il en tire une certaine fierté. Très belle qualité, ouais, toute vivante. Ça se voit à la couleur. La couleur claire, voilà. Les yeux bien brillants. Aucune marque sur la peau. La peau le poisson n'a pas du tout été gratté par l'engin de pêche. C'est un poisson qui a toute sa peau et toutes ses écailles. Donc, pas de marque. Aucune marque. Et tout brillant, bien brillant. Ça valorise notre poisson. Ça fait plaisir de travailler du beau poisson comme ça, tout vivant, tout frais. Puis faire de la qualité aussi, c'est très important maintenant, la qualité pour le poisson. C'est recherché et puis ça va souvent sur des grandes tables aussi de restaurants, donc ça fait plaisir quoi. On est un peu fiers d'avoir notre poisson sur des grandes tables de restaurants. Ça c'est un barbu, un beau barbu. Par exemple, quand on expédie dans l'est de la France, dans des restaurants étoilés à la montagne, c'est emmener la mer à la montagne. Les poissons ont été ramenés dans des bassins comme celui-là, amovibles, chargés dans un camion, et sont arrivés sur les pistes de ski à la Clusaz. Plus il y aura de personnes intéressées par cette démarche, mieux on aura la logistique derrière
pour pouvoir le proposer au plus grand nombre. À Quiberon, les commandes de poissons vivants doublent chaque année. 10 tonnes se sont écoulées en 2018. Distribué aux 4 coins de la France, ce poisson-là est devenu un produit d'excellence, très prisé des grandes tables. La qualité se retrouve aussi entre terre et mer sur l'île d'Ar. Thomas est un jeune agriculteur de 27 ans qui a tout plaqué et a quitté la Mayenne pour venir élever des vaches pie-noires bretonnes et transformer les produits laitiers avec 3 jeunes associés. On a déjà 21 vaches qu'on vélait. Et il nous reste des vaches qui ont 10 et 11 ans et des petites jeunes qui ont tout juste 3 ans. Nous, on est un système sans bâtiment. Et donc, il y a beaucoup d'autres collègues éleveurs qui sont sans bâtiment aussi avec cette race-là. Plein air toute l'année, avec attention, quand même, une vue sur la mer. Et oui. Ça, c'est un quotidien absolument inédit. C'est une chance extraordinaire qu'on a, c'est-à-dire que peu importe où on traîne, nous, sur l'île, on voit la mer. Et les vaches, elles pâturent tout le temps aussi en bord de mer. Mais qu'est-ce qui a fait un jour que tu t'es dit ça sera ici et pas ailleurs? L'envie de passer à autre chose, d'être dans le concret, voilà, moi, travailler aussi avec les vaches et dans un milieu, dans un environnement qui est avec une biodiversité incroyable et avec des possibilités d'activité qui sont infinies. Parce que le pari ici, c'est de produire, parce que vous faites de la transformation fromagère, c'est de produire pour l'île, sur l'île et pour l'île. Exactement. Nous, on produit tout ce qui est produit, on le transforme à la fromagerie ici et on vend tout sur place. Donc avec les habitants locaux toute l'année, bien sûr, et avec les touristes l'été et les habitants secondaires. Alors c'est sûr qu'il y a des gens comme toi qui ont fait ce pari, et de plus en plus de jeunes de ton âge d'ailleurs, de quitter une activité en ville pour être dans le concret et être dans la nature. En plus, toi, c'est un choix très tranché et très audacieux, puisque tu es sur une île toute l'année. Puis il y en a d'autres aussi dans ce golfe du Morbihan qui ont fait ce choix de rester ici 12 mois de l'année. Et ça demande évidemment beaucoup de courage et un peu de ténacité. Sur l'île Tascon, avant de commencer une journée de travail, il faut d'abord emmener les enfants sur le continent. On va aller à l'école? Il y a un petit peu de vent, beaucoup moins qu'hier, mais on va pouvoir. Déposer Jules et Gabriel à l'école n'est pas une mince affaire. Christian Leménac a l'habitude, il a grandi sur l'île, mais pas sa femme. Myriam a quitté Marseille pour vivre ici. Tu mets ta main? Va voir, papa, il va t'accrocher. Allez, on y va. Vous n'avez pas trop froid? L'hiver, le chemin de l'école ne prend pas toujours un air de croisière. Tous les matins, quand la marée est haute, c'est le rituel en effet. Ils sont bien réveillés pour aller à l'école. Ils ramènent des coquillages à la maîtresse. Je crois qu'il y a pire. Hein? Tu es content de faire le bateau? Oui, eh ben, tu vois, c'est bien. C'est de l'écume. C'est des algues. Allez, tu vas au fond de la cabine, au chaud. Tu t'assois. Tu t'assois. Prends ton temps. Alors c'est bon? On est prêt? Et là, on va entendre quoi? Le bruit du moteur. L'île est située à 400 mètres du continent. Il n'y a pas de liaison maritime. Christian doit prendre son propre bateau pour 10 minutes de traversée. Est-ce que tu veux aller conduire le bateau avec papa? Tu veux y aller? Oui, tu veux y aller? Pour moi, c'est un plaisir. Je l'ai fait quand j'étais gamin aussi. Mes parents m'emmenaient en bateau à l'école. Et c'est vrai que c'est avec le cadre qu'on a en plus, donc ça, je rends l'utile à l'agréable. Et toi, Jules, est-ce que tu aimes faire du bateau? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Conduire le bateau? Et quand ça fait les grosses vagues, tu aimes quand ça secoue? Tu as peur un peu? Non? T'aimes bien alors? Regarde où tu marches tranquillement. Tu y vas. Ah, et hop! Oh, de l'eau, de l'eau, de l'eau.
plein d'eau, ouais. Ouais. On va au parking? On va où? À l'école. Sur le continent, la voiture familiale les attend pour le reste du trajet. Ce matin, on a fait tellement vite qu'avec le problème de météo, qu'on en a oublié les chaussures des petits tout. Donc Gabriel n'est pas très content parce qu'il va aller à l'école avec ses bottes et il n'aime pas trop. Et quand on a oublié quelque chose, c'est sûr que là, avec la séparation de la mère, eh bien, c'est trop tard. Donc il faut vraiment être très organisé, bien planifier tout, tous les jours pareil, parce que la preuve, d'habitude, on laisse des doubles de chaussures et là, eh bien, on les a pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je ferme. À tout de suite. 2 km de long, 500 mètres de large, l'île Tascon n'a pas de clocher, juste la ferme de Christian Leménac et 26 maisons de vacances. La famille est quasiment la seule à vivre ici toute l'année. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on plante? On va mettre des salades. De la laitue? Laitue et sucrine, ouais. Allez, ça va. Alors, je t'ai fait les étiquettes. Alors, sucrine. En ce moment, Myriam et Christian préparent les semences et commencent à planter. L'activité de vente des légumes ne commencera que dans 2 mois. Et j'ai tout fait pour rester exploitant sur l'île. C'est vrai que au début, la profession ne voulait même pas que je m'installe sur l'île parce que ce n'était pas viable pour eux, alors que mon père était propriétaire. Et moi, je ne comprenais pas avoir fait des études agricoles et de pas travailler sur l'île, je n'ai pas compris en fait. Donc j'ai eu certains soutiens des gens politiques du coin qui ont compris mon projet. Et c'est vrai que je me suis installé en 86. Et maintenant, ça fait déjà pas mal d'années, donc je suis assez fier de prouver qu'on pouvait vivre en faisant de la vente directe et sur une île, sans dépendre des marées, de la météo, quoi que ce soit. Au maraîchage s'ajoute l'élevage de bovins pour la viande. Christian est propriétaire de la moitié de l'île. Une trentaine d'hectares de champs sur lesquels il laisse paître ses vaches toute l'année. Ce patrimoine, exceptionnel sur une île, s'est agrandi de père en fils, jusqu'à Christian, la 5e génération. Aujourd'hui, à la tête d'une des dernières fermes insulaires du Morbihan. Autour du golfe ou dans les autres îles, les personnes préfèrent spéculer, vendre, au détriment de l'agriculture en fait. Mes arrière-grands-parents qui ont acheté ça, qui ont mis ça en œuvre et qui ont tout fait pour la garder dans la famille. Et moi, j'essaye de continuer pour la transmettre à mon tour à mes enfants. En fait. Sincèrement, j'ai besoin de ce grand large, en fait, cette vision lointaine. Et quand je travaille, même dans les champs, on travaille et en même temps, on admire le paysage. Pour moi, c'est un endroit exceptionnel, en fait. Sur une autre île du Golfe, ce désir profond de vivre entouré par la mer est aussi partagé par Pierre Martin. Sur l'île aux Moines, c'est l'esprit de village qui l'a séduit. L'hiver, Pierre vend lui-même ses huîtres sur le marché de l'île où il connaît tout le monde. Un marché. Ça va? Ça va, toi? Impec. Ça va, Aldo? Il y en a qui reviennent. Avec le beau temps. Ça y est, ça annonce la saison. On prend des nouvelles des uns et des autres chaque semaine. Les petits tracas du quotidien ou le petit service qui peut être rendu 2 ou 3 jours plus tard. Enfin, voilà, il y a un petit lien toujours qui est là et qui est important, qui est recherché, quoi. Ouais. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Hors saison, l'île aux Moines compte à peine 600 habitants. L'été, c'est 10 fois plus. L'hiver, les habitants peuvent savourer les huîtres produites sur place. Et Pierre apprécie d'avoir du temps à lui. Ce matin, c'est marée haute et rien ne presse.
De tous les ostréiculteurs présents sur le golfe, Pierre Martin est le seul à habiter sur une île. Il a quitté Vannes il y a 15 ans, sans regret. Ici, c'était l'exploitation de mon grand-père et puis de mon père. Moi, c'était plutôt les vacances avec les grands-parents, c'était la sympathie d'être sur l'eau, d'être en bateau, de gratter les palourdes. J'étais vraiment mordu de ça. J'ai réussi à convaincre mes grands-parents de venir m'installer dans leur maison. La bâtisse blanche au premier rang, avec vue imprenable sur le golfe, est depuis devenue sa maison. Et toute l'activité du chantier tourne autour. En basse saison, la plupart des résidences voisines gardent les volets fermés. Et il y a peu de passages sur le sentier côtier. Je prépare ma journée de demain là, pour aller à la marée demain matin de bonne heure. C'est un désir profond de pouvoir vivre ici et de pouvoir profiter de chaque moment. Le cœur a été porté là, quoi. Voilà, il y a eu on pourrait appeler ça presque un coup de foudre. Enfin, c'est une longue histoire entre le lieu et moi, et j'ai eu besoin à un moment donné d'y venir vivre, et aujourd'hui je suis fier d'y être encore. Une île comme un héritage, avec la volonté de poursuivre une activité traditionnelle du golfe. La mer descend, Pierre retrouve ses parcs juste en face de chez lui. Toute sa production est là. Les jeunes huîtres arrivent ici, elles ont entre 8 et 10 mois. Et puis après, elles restent jusqu'à la taille commercialisable, donc 3 à 4 ans. Avoir comment tous les classes d'âge au même endroit, ça permet de venir surveiller régulièrement, sans forcément le travailler, mais ça évite un déplacement sur parfois des kilomètres. Hein. Et là, le fait que j'ai tout au même endroit, une petite surveillance, hop, un petit coup de visu. Pierre doit en revanche toujours défendre sa place dans ce lieu très prisé l'été. Un ostréiculteur, il est aussi la sentinelle de la qualité de l'eau. Aujourd'hui à l'île aux Moines, si la qualité de l'eau elle est bonne, c'est aussi parce que je suis là et je fais mes autocontrôles. Et quand il y a des problèmes, j'interviens, quoi. Ça permet aussi aux touristes de dire l'eau à cet endroit-là, elle est propre, on peut s'y baigner en toute sécurité. On est des lanceurs d'alerte à ce niveau-là. Il y a cette difficulté de la pression touristique qui fait que tous les anciens chantiers sont devenus des maisons ou sont autour de maisons. Et donc avec un voisinage qui aime beaucoup l'ostréiculture, mais quand c'est loin de chez eux. Ce sont de grands spectateurs, mais qui ne supportent pas les activités primaires près de chez eux, quoi. Retour à l'île Tascon. Si le matin il fallait prendre le bateau pour rejoindre le continent, cet après-midi la marée basse découvre une chaussée accessible en voiture. Myriam et Christian en ont profité pour aller chercher Gabriel et Jules à l'école. Dan, t'as besoin de quelque chose? Toute la famille rentre sur l'île avant que la mer ne recouvre tout à nouveau. Fini le travail, place à un moment de détente. À cette saison, ils ont l'île pour eux tout seuls. Un caillou, ouais.
Et à côté, vous avez vu, il y a une grande mare d'eau. Et le soir, il y a des canards qui viennent là. Ah ah. Et on avance? Alors ici, c'est mon terrain de jeu de toute mon enfance. Je venais avec deux copains garder les vaches. On jouait dans les petits canyons, on jouait avec des petits bateaux qu'on laissait couler. On allait chercher les crabes, les crevettes. C'est la transmission en fait, du savoir et puis de notre histoire de la famille. En fait. Quand je suis arrivée ici, maintenant il y a presque 8 ans, au début c'était franchement, vraiment pour moi un peu difficile. Et c'est vrai que c'était un petit peu étrange pour moi de me retrouver enclavée comme ça. En fait, maintenant ça va. Le moment que j'aime le plus sur l'île, c'est vraiment de pouvoir partager avec mes enfants des moments comme celui-là, où ils rentrent de l'école et plutôt que de se mettre enfermés dans le salon et plus facilement aller un peu vers la télévision et regarder un dessin animé, là au moins, ils peuvent prendre un petit goûter dehors, vue sur la mer, et on est vraiment tranquille dans le sens où il n'y a personne. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont hyper importants. Sur l'île Tascon, comme sur l'île aux Moines, l'hiver offre des moments privilégiés en famille. Voilà, ça, on peut pas avoir ça quand il y a plein de monde, quoi. Les oiseaux qui s'approchent aussi près du bord, c'est des migrateurs, ils sont là l'hiver, mais c'est notre petit plaisir à nous, quoi. Voilà, c'est nos moments. C'est nos touristes, quoi, l'hiver. Ce choix de vivre sur une île vaut aussi pour les enfants de Pierre. Ils sont un peu dans un cocon. Ils apprécient ces moments-là, mais ils les réapprécieront plus tard en tant que jeunes adultes. Ils diront ah ouais, on a eu quand même beaucoup de chance de vivre sur l'île aux Moines et peut-être qu'ils auront envie d'y rester. La parenthèse de la vie hors saison se refermera d'ici peu. Ici, dans quelques semaines, tout sera à nouveau très différent. Fin mai, début juin, le Morbihan accueille un événement maritime très populaire. Tous les 2 ans, des centaines de bateaux se déploient entre les îles pour offrir un gigantesque ballet. C'est la semaine du Golfe. Goélettes ou simples canots, miséniers ou yachts de prestige, ces navires symbolisent la culture de la marine à voile. Ils mettent aussi en valeur un métier à part, celui de charpentier de marine. Pendant plusieurs mois, une équipe de Thalassa a suivi le parcours d'élèves charpentiers. Clara, Eric, Loïc ou encore Alice. Hop, 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 doucement. Allez. Doucement quand même les gars, il pèse quelque chose celui-là. Vas-y. Cet après-midi, une grande effervescence gagne le petit port de Kerkabelec, à Mesquer. Nous sommes pour ainsi dire aux confins du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Ici, comme ailleurs, comme partout le long du littoral, l'événement est assez rare pour être dignement fêté. Un baptême de voilier traditionnel. Attention s'il vous plaît. Je vais laisser présenter chaque équipe avec son bateau. Donc c'est un bateau dont les premiers plans datent d'il y a 130 ans. C'est le bateau du dimanche du célèbre architecte Herreshoff. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi beau, c'est pas par hasard. On mouille ou quoi? Ouais, on va le bateau alors. Allez. Des bateaux en bois. Du travail bien fait. Des heures à poncer, plier, couper du chêne ou du hêtre. On les appelle les vieux gréments. Ils symbolisent une culture. Ils disent aussi la passion généreuse sans laquelle il n'y aurait plus ces fêtes maritimes. Ils racontent encore la volonté farouche de ces charpentiers amoureux de leur métier, sans qui ces bateaux n'existeraient pas.
Au pays des marais, le port de Mesquer est comme un havre discret. Posé dans cet entrelac de figures géométriques, il existe un bâtiment où l'on travaille le bois toute l'année. Ce sont les locaux de Skol Armor. Pour commencer, on va faire un peu de place dans l'atelier. 1, 2, 2. L'école de la mer en breton. Les morceaux de bois pour vos projets personnels, il va falloir les mettre ailleurs. Parce que là, on est trop nombreux. Voilà, faire clean de façon à ce que les nouveaux puissent s'installer aussi, quoi. Nous sommes fin août, pas encore la fin de l'été, et c'est déjà la rentrée pour une douzaine d'élèves et leurs formateurs. Cette formation, c'est pour vous, c'est pas pour nous. On met tous en place pour vous que vous pouvez profiter au maximum de ces 2 ans. Vous êtes le responsable de votre formation. Vous êtes responsable d'essayer d'apprendre le maximum de choses. Ils viennent de partout, avec tous des parcours différents. Certains ont attendu 2 ans avant d'intégrer le cycle de formation. Ils sont seulement 6 par promotion. Je m'appelle Clara, et voilà, j'ai fait mes 2 semaines au stage en mai l'année dernière. Voilà, j'ai attendu 1 an et puis je suis là. Avant j'étais architecte et j'en avais marre de travailler sur l'ordinateur et de faire des trucs moins concrets. Et là, on fait des bateaux, quoi. Donc dans tous les cas, on est dans le faire et on produit quelque chose et sur lesquels on pourra naviguer. Donc ça fait plus de sens. C'est une rentrée, une des plus peinards de ma vie. Et puis en plus, ça fait 1 an qu'on attend ça, donc on est super contents. Moi c'est Loïc, je viens de Strasbourg et j'ai fait il y a 2 ans un CAP d'ébénisterie en vue de faire Skol Armor. Du coup, j'attaque ma 2e année. Moi j'étais en reconversion après 5 ans chez McDonald's, sans commentaire. Et moi j'ai préparé ça depuis très longtemps. C'est quand même une école qui est vraiment unique. Et puis c'est aussi tout un univers où tout le monde vit ensemble et on a les mains dans le bois et dans le mastic aussi, toute l'année. Et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment on apprend en faisant. Et on n'oublie pas la moitié. Moi je m'appelle Eric et je viens de Biarritz. J'ai passé le CAP Charpente Marine il y a 2 ans à Gujan-Mestras, au lycée de la mer. J'ai commencé ma carrière dans le travail comme moniteur de ski et nageur sauveteur. Et puis je me suis reconverti dans le milieu du transport. Et puis là, donc dans la charpente navale. On ne compte pas le nombre de ces reconversions, on fait ce qu'on veut, hein, la vie est un jeu. Je suis très content de ce que j'ai fait avant, de mes parcours précédents. Et là, je suis très excité à l'idée de commencer un nouveau parcours. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'âge. Je dirais même au contraire, il vaut mieux aller au bout de ses envies et faire ce qui nous plaît. Une nouvelle année commence. Entre les anciens et les nouveaux, il faut déjà apprendre à se connaître sur le chantier, là où ils vont passer 2 ans, en vase clos. Et oui, c'est parti. On prépare l'atelier. C'est aussi une manière de se familiariser avec les équipements, l'atelier, les outils, les autres. Vous ne devez jamais être en déséquilibre avant sur un morceau que vous poussez. Si jamais ça vient lâcher, si ça pose, c'est vous tombez dessus. Comme ça. Donc vous devez toujours avoir le pied, en général gauche, vers l'avant, de façon à ce que quand vous poussez, vous soyez toujours en flexion sur votre jambe. Sur vos épaules. Ouais, sur vos épaules. Je me suis blessé qu'une fois dans ma vie, c'est avec cet outil. Voilà. Je me suis ouvert le doigt, comme ça là. En travers. Et puis ensuite... Jacques est l'un des formateurs, un historique de l'école. Le tas qui est tout à fait au fond là-bas est fin, c'est du chêne. Qualité ébénisterie, on s'en sert aussi pour faire des membrures ployées. On continue notre petit tour parce qu'il y a encore un peu de bois ici. Ils arrivent pleins d'espoir. Ils veulent faire le métier dont ils rêvent nuit et jour. Construire des bateaux, en bois, de leurs mains.
vraiment une super pédagogie ici qui nous amène à la réflexion. On n'est pas pris par la main et on n'est pas chouchouté. On est beaucoup autonome aussi sur ce qu'on fait. Une fois qu'on nous donne les grandes lignes, c'est à nous de chercher comment on va le faire. Le formateur il est là pour nous aider quand on a des problèmes, ou quand on est dans l'impasse, ou quand on est face à plusieurs solutions pour choisir la meilleure. Ah bah ouais, c'est super. C'est super. On subit pas, on a vraiment choisi de faire ça. Et donc même les tâches un peu ingrates comme celle qu'on est en train de faire là, qui est de gratter de la peinture écaillée, bah finalement on a choisi de le faire et ça passe beaucoup mieux. Il y a un côté un peu fantasmé dans ce métier, c'est sûr, hein. Lié au bateau traditionnel, à l'ambiance qu'on y trouve dans les rassemblements de bateaux trad, où voilà, il y a des gens qui ont des fantasmes et qui ont des rêves dans la tête qui ne correspondent pas à la réalité des chantiers. Notre boulot, c'est aussi de leur faire comprendre que voilà, c'est bien de rêver, mais il y a une réalité. Alors il y a eu des abandons. Soit parce qu'ils se rendaient compte que ils faisaient fausse route, ou parce qu'ils voulaient faire autre chose dans la vie, ou parce que ça ne leur convenait pas, ou parce que le fonctionnement de Skoll leur ne leur convenait pas. Il faut reconnaître que c'est un petit peu particulier parce qu'on est un peu en immersion quoi, ici, hein. Pendant 2 ans. Quoi. Il faut remettre les gréements facilement et tout ça. Mike, d'origine américaine, est l'autre boss du chantier. La motivation, c'est une des premières choses, mais vraiment, il faut être là, il faut bosser, il faut vraiment s'impliquer. Parce que ce métier-là, il n'y a pas 36 000 postes, il y a c'est un métier en tension. La concurrence est rude parce que qui ne veut pas construire son propre bateau est parti sur l'horizon lointain. Parmi les stagiaires, plusieurs vivent à proximité immédiate du chantier, été comme hiver. J'avais juste besoin d'un lit et du coup j'ai juste un lit. Et ça me suffit. Ça va. Le froid? Ça va. De temps en temps il fait -6 mais c'est rare. Ça sert de cuisine, de chambre à coucher, de bureau, de salle de repos, de bricolage éventuellement. Ce qui est bien, c'est qu'on est à côté de l'école et surtout qu'on peut profiter des infrastructures, notamment des sanitaires et éventuellement de la cuisine également. Donc voilà. Et des ordinateurs et du Wi-Fi. Maintenant, en route pour l'école. Pas à pas, pièce après pièce, les nouveaux prennent leur marque. Pas de salle de classe, pas de cours théoriques, que des travaux pratiques. Et doucement, des bateaux prennent forme dans le chantier devenu ruche. Ici, pas besoin d'être marin pour commencer, ni d'être ébéniste confirmé, juste disposer d'un minimum de connaissances dans le travail du bois. Ça y est, là, Loïc, les affaires sérieuses ont commencé. Là, ouais, ça y est, on a attaqué le bordage depuis hier, là. Maintenant, c'est le rush, il y a 1 mois, on va faire la même chose. Bordage, 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 bordage. Maintenant, on fait des bateaux. C'est fini les épures et les gabarits. C'est maintenant que c'est sérieux, il faut que ce soit étanche. Enfin, un peu comme l'autre, mais celui-là, il est déjà un peu fort. Mais là, ça ira. C'est par ici que l'eau peut rentrer dans le bateau. Donc là, ici, il faut que ce soit étanche et il faut que ce soit bien ajusté. Donc là, on a de l'éthane, ça s'appelle. C'est du goudron avec de la cire d'abeille. Et par-dessus, on rajoute un petit filet de coton qui va gonfler avec l'eau. C'est ça qui va étanchéifier le bateau. Celui-là, il est construit vraiment traditionnellement, il n'y a pas de colle du tout. Jusqu'à 30. Ça devrait être plus régulier. Et là, c'est pas assez profond. Ah ouais, ok. Comme ça vient ici, là. Et ici, tu as quand même presque 3000. Hein.
De bois, en Ouais. dehors du fait qu'il soit ouvert. Donc ça veut dire qu'ici, tu dois avoir un creux de 3000. Là. C'est un petit bateau avec des petits échantillonnages, des petites épaisseurs, des petits bordés. Il faut y aller doucement parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois, on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur. Voilà. On pourrait penser que c'est bien de les laisser faire des erreurs, et effectivement ils en font et on apprend beaucoup en faisant des erreurs. Mais on a aussi une préoccupation d'être dans les temps au niveau de notre mise à l'eau et de nos livraisons. C'est important de l'avoir parce qu'on se met dans la situation un petit peu aussi du mode de fonctionnement des chantiers navals. C'est vraiment très très beau. On est dans le milieu de la presqu'île de Guérande, donc on a plein de petits bassins partout avec plein de petits canaux. Juste à côté, on a des bateaux qui sont en épave et qui vont mourir là, mais scolairement, on reconstruit des bateaux en bois. C'est un patrimoine, c'est à la fois triste de voir ces bateaux qui sont en train de pourrir et de voir ces marais salants abandonnés, mais ça vit de nouveau, quoi. Les bateaux, c'est venu par mon oncle, assez tardivement. Et le bois, c'est venu par mon grand-père à l'époque. Donc le bois, je connais depuis très longtemps, et les bateaux depuis quelques années. Et en faisant du bateau, en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les vieux gréements tout le temps, quoi. Donc à partir de là, j'ai dit, le bois, c'est bien, les bateaux, c'est bien, et les deux ensemble, c'est encore mieux. Un bateau, on lui donne un nom déjà, ça lui donne une espèce d'âme. Et voir un meuble qui dépérit, c'est pas pareil que de voir un bateau qui dépérit. Et il y a cette espèce de truc en plus avec un bateau en bois qui, c'est différent, c'est une autre âme. Ici, c'est les vacances tous les jours. Le soir après l'école, on va faire du bateau, s'il fait beau, on va camper sur une plage le dimanche soir et on vient à l'école en bateau le lundi matin. Ça arrive pas à grand monde, je pense. Il y a aussi cet esprit propre à l'école. Accorder une place importante au développement personnel, à terre comme sur l'eau. Ok, bon, on va armer, donc tout le monde prend sa place au banc. Et ce qu'on fait, tout le monde prend un aviron. Vous vous penchez en avant le plus possible et vous attendez que je dise 2. 2. Impeccable. 2. 2. Cadence. C'est là, les États-Unis. Si on regarde très très fort, on le voit. C'est Mike avec. Je l'ai. Non, regarde. Tu fais ça, ça et tu. C'est des États-Unis, justement, dans des chantiers navals de la côte Est, que Mike a ramené cette façon d'enseigner et d'impliquer les élèves. Et là, tu vois Piriac. Le pointe là. Reprends un peu. Il en va d'apprendre un métier. Là, c'est bien. Il en va aussi d'être en harmonie avec le monde qui les entoure. Une partie de mon rêve, c'est de rénover un bateau et de vivre dessus, de voyager avec. Et puis à côté, de pouvoir travailler avec plein de gens différents, plein de chantiers dans ce domaine de la rénovation de bateaux en bois. Quelques semaines par an, les élèves doivent sortir de l'école et peut-être de son cocon pour aller travailler dans un vrai chantier. Pour Clara, c'est une expérience nouvelle. Un peu plus de pente. Ouais. Que ce que tu as fait là. Un tout petit peu plus. D'accord. Pour être sûr que ta pointe elle touche. Mais dans le sens. Hein? Le plan, mais dans quel sens? Je pense que le bout, vraiment le bout de chaque côté. Marc, le patron du chantier, lui rappelle les réalités du milieu professionnel. Il y a le rêve, comme on le voit scolairement, avec
des petits bateaux vernis, des petites finitions, des bateaux neufs. Et puis la réalité du boulot, c'est plus ce qu'on fait nous, c'est-à-dire comme là c'est un bateau de plaisance. Je sors tout noir du bateau, quoi. Je veux dire, je sors pas propre du bateau parce qu'on est en train de démonter le puits de dérive en acier qui est tout rouillé. Voilà, ça c'est l'essentiel du boulot de charpente marine, c'est pas de faire des petits vernis et des petits bateaux, comment dire, tout propres pour le golfe du Morbihan à faire la semaine du golfe, quoi. Ça, c'est l'exception. Clara est en stage pour 2 semaines dans un chantier de réparation navale à Saint-Brieuc. Une toute autre ambiance que l'école. La difficulté aussi peut-être d'avoir à confronter ses rêves à d'autres certitudes. Ils étaient surtout sur des bateaux de pêche jusqu'à présent. L'été, c'est plutôt ça. Et là, c'est la saison d'hiver, du coup, ils font de la plaisance. Donc des petites réparations à droite à gauche. Mais ouais, c'est chouette. Savoir à quel rythme on bosse, sur quel matériau, voilà, comment ça se passe, la vie sur un port comme ça. On revient à Mesquer, où les élèves poursuivent leur apprentissage au chantier école. Le rythme de croisière est atteint. Chacun des stagiaires sait ce qu'il a à faire. Tous concentrés. Tous toujours aussi motivés. Cette semaine, parmi les premières et deuxième années, il y a 2 nouvelles. 2 candidates qui souhaitent intégrer l'école. 2 semaines de stage d'observation, 2 semaines de petits tests techniques à l'issue desquels elles seront sélectionnées ou pas. Bordé, il va venir comme ça, de l'autre côté du bateau, et on veut qu'il recouvre celui-là comme ça. Et celui-là, il faut le reporter de l'autre côté. Donc là, tu peux prendre une équerre, retracer les 2 traits, et ensuite, il ne faut pas se planter. Je prends cette arête-là, tu peux le tenir au bout, en haut là. On va se mettre à l'intérieur. Là, on a des stagiaires qui viennent pour rentrer dans l'école. Et du coup, on leur fait faire du travail comme nous on fait, quoi, pour voir leur motivation, leur aptitude, leur qualité à travailler le bois, etc. etc. Alice, elle aussi, est en reconversion. Du monde du spectacle, C'est un échec. elle veut passer au monde des bateaux. Je suis contente parce que je savais pas faire ça et je découvre. Ouais, exactement pareil. C'est assez cool. Moi, je vais voir si ça me plaît vraiment. Est-ce que je postule sur un truc où ça me plaît, où je me suis juste fourvoyée sur le sujet. Et eux, à l'inverse, savoir si effectivement je sais me servir de mes 10 doigts ou si je suis vraiment pas très douée ou j'en sais rien. Ça, je sais pas quels sont leurs critères. Mais ça me titille, ouais. Cette notion du bois est assez chouette. Je change pas d'avis. Voilà. Même en faisant des petites chevilles de 8 mm qui sont décidément compliquées, qui cassent. Particularité de l'école de la mer, les professeurs ne sont pas seuls à choisir. La décision appartient au collectif et tout est bon pour être évalué. J'imagine que tu peux être jugé sur le fait si tu sais faire du pain. T'imagines? C'est la pression, quoi. C'est pas facile, hein. Bon, ça va, je sais faire du pain. Il a pas l'air bien. Oh, pression, putain. Emmène de la farine. Enfin, en fait, c'est comme ça partout. Moi, j'ai fait notre école avant. Le concours, il est pas comme ça, mais le concours, il est aussi sélectif et il est sur 5 étapes. Donc, au final, enfin, tout le monde passe par là. Il n'y a pas le choix. C'est pas agréable parce qu'on se sent jugé toute la journée et que tu te sens forcément un petit peu. Même s'ils sont vraiment cool et que c'est pas du tout fait pour être ressenti comme ça. Mais c'est obligé. Enfin, j'ai pas de. Je le vis pas mal, quoi. Je trouve que c'est évident. C'est une évidence que j'accepte. Il y a des personnes qui sont venues ici et qui n'avaient jamais touché du bois avant, ou il y en a d'autres qui avaient touché du bois mais qui avaient jamais mis des bateaux. Moi je suis venu là, j'y connaissais quasiment rien en bateau. Et finalement on a des critères qui ne sont pas ceux d'une école classique. On a beaucoup d'humains dedans et ça fait aussi partie de voir les relations entre les gens. Si ça roule ou pas. Alors Alice, là. Ouais, c'est pas faire du pain. Alice et Manon, les 2 candidates ont finalement été retenues. Elles feront partie des prochaines promotions. « 4 mois sont passés. Aujourd'hui, c'est le grand jour.
les bateaux du premier semestre sont finis, oui. ou presque. Pierre, si tu veux pas le visseuse, je prends la visseuse, moi. Fébriles, les élèves rendent leurs copies. On fait les derniers essais pour voir si le mât est bien réglé, si la voile est comme il faut. Là, on s'aperçoit que la vergue est un peu courte parce qu'on a eu la voile qu'hier. Et que le trou pour le mât a été fait un peu trop grand. Le risque, c'est que quand on le glisse, ce truc-là remonte à chaque fois. Il n'est pas droit, ça c'est sûr, on va régler ça. Pour nous, l'importance aussi, c'est que la population locale, voilà, ça c'est bien. Tu vois, il coince là, et tu vas toucher ici. Tu redresses un tout petit peu. Attends, je suis avec vous dans 2 secondes. Dans quelques heures, auront lieu en public les mises à l'eau. Toujours un moment crucial dans la vie des futurs charpentiers, toujours un moment important dans la vie de l'école aussi. Basket. Juste pour finir la phrase de tout à l'heure, ouais, c'est important de montrer ce que vous faites. Ah oui, à les gens locaux, en fait, parce que c'est leur communauté, ils habitent ici, ils voient que nous, ce qu'on fait. La mise à l'eau pour un charpentier marine, c'est toujours le moment, quoi. Tant que le bateau ne coule pas. Mais ça ne coule pas, t'inquiète pas. Bah ouais, attends. Tu préfères lequel entre les deux qui sont là? Bah, je trouve qu'il il est un peu trop chic. Non, mais c'est un beau bateau. J'ai hâte de voir comment il navigue. Donc ça. Je suis super contente de commencer un nouveau semestre et de voir la construction d'un bateau de A à Z. Et c'est top et il reste plein de choses à découvrir, donc c'est bien que la formation ne soit pas qu'en 6 mois. Allez, l'équipe de Vagbin 2. Donc, il y a Loïc, il y a Giacomo et Nina. C'est une petite annexe gréautière misénier qui va partir sur Ouessant. Et voilà, on a mis du cœur à l'ouvrage, le voilà prêt à aller à la flotte. Les lancements en public, les premières navigations, c'est la vitrine du chantier. L'aboutissement de plusieurs mois de travail en groupe. Le soulagement aussi pour les stagiaires d'avoir réussi à sortir un bateau en quelques mois. C'est l'occasion rêvée de faire la fête et de se lâcher. La journée se termine en musique. Le chantier est transformé en salle de concert. Dès demain, les ateliers bruisseront à nouveau des sons de scie et de marteau. Il y a du boulot, de nouveaux bateaux à construire. Déjà, d'autres mises à l'eau sont attendues pour l'été prochain. Aujourd'hui, le golfe du Morbihan et sa mosaïque d'îles est l'un des endroits les mieux préservés du littoral breton. Mais cette petite mer intérieure demeure fragile. Il y a tout juste 20 ans, la région a vécu un véritable drame que personne n'a oublié. L'Erika, pétrolier, s'est disloqué et a sombré à 142 mètres de fond. Ça a marqué vraiment toute une région et les équipes de Thalassa reviennent sur cette opération de sauvetage absolument dantesque. 14 décembre 1999. Au large de la Bretagne, un pétrolier s'enfonce peu à peu dans l'océan. En général, lorsqu'un navire disparaît en mer, il faut se contenter du récit des survivants s'il y en a. Cette fois, et c'est un témoignage rare,
un homme a filmé la lente agonie d'un vieux navire, baptisé Erika. Je pense que pour n'importe quel marin, c'est un drôle de truc, c'est un drôle de moment. Il y a un moment de silence. Quand il y a un bateau qui coule, c'est une mort. Quand le pétrolier se brise en deux, puis finit par rejoindre les profondeurs, c'est le début d'une gigantesque marée noire. « 20 ans plus tard, les habitants de Belle-Île-en-Mer n'ont pas oublié les heures sombres de ce naufrage survenu en pleine tempête hivernale. Les archives municipales du Palais, le port principal de l'île, conservent le triste souvenir de cette fortune de mer. Voilà une partie des archives avec les images qui ont marqué tout le monde ici, qui nous marquent encore d'ailleurs. Le naufrage de l'Erika. Les marins de l'époque sur l'Erika qui avaient pu être sauvés avant que le navire ne sombre. Voilà. Des images du quotidien à l'époque. Du pétrole, là, cette quantité-là de pétrole, c'est ce qu'il y avait partout sur la côte sauvage à Belle-Île. C'est exactement ce qui est gravé dans nos mémoires, c'était comme ça, le matin de Noël. Le goudron sur des cirés jaunes. Aujourd'hui, les 2 tiers nord du pays seront fortement exposés aux intempéries. Le vent orienté à l'ouest va souffler très fort. Les rafales voisines de 80... Nous sommes le 11 décembre 1999. Depuis plusieurs jours, une forte dépression s'est abattue sur l'Atlantique Nord. La houle est énorme, avec des creux de 8 mètres. L'Erika, un pétrolier de 180 mètres de long, fait face à des conditions de navigation difficiles à l'entrée du golfe de Gascogne. Le vieux pétrolier flottant pavillon maltais a quitté Dunkerque quelques jours auparavant avec 30 000 tonnes de fioul lourd destinées au port de Livourne, en Italie. Mais dans la nuit du 11 au 12 décembre, alors que la tempête fait rage, des fissures dans la coque de l'Erika apparaissent et s'agrandissent dangereusement. Au fil des heures, le pétrolier prend de la gîte et devient hors de contrôle. À 6 h du matin, le commandant lance un appel de détresse. Il donne sa position, environ 100 km à l'ouest de Belle-Île, et demande l'évacuation de son équipage. La préfecture maritime de Brest ordonne alors à l'Abbaye Flandre d'appareiller. Le puissant remorqueur doit se rendre le plus vite possible sur la zone du naufrage. À bord se trouve un journaliste et écrivain de marine. Hervé Hamon connaît bien l'univers des tempêtes. Depuis quelques mois, lorsque le mauvais temps s'annonce, il embarque sur l'Abbaye avec son carnet et une petite caméra. Il veut raconter les missions méconnues de ces sauveteurs hors normes. Il n'oubliera jamais ce voyage. Ça pétait vraiment très très fort et surtout on devait faire route au maximum de vitesse possible contre le vent et contre le courant. La caractéristique de ce genre de bateau, c'est que c'est un bateau tout temps, c'est-à-dire que c'est un bateau qui peut aller le plus vite possible dans n'importe quel temps. Quand on a passé le Ratsin, je me rappelle très bien que j'ai jamais vu la vieille comme ça, quoi. C'était vraiment, le phare était complètement entouré d'écume, on le voyait plus. Je pense qu'on a mis à peu près 3 heures à arriver sur zone. C'était assez loin, hein. Et bien avant d'arriver à l'Erika, même, je dirais même avant de le voir, on a vu une traînée sur la mer qui était le pétrole, quoi. Le remorqueur de haute mer poursuit donc sa route plein sud. Il est 9 h du matin. Au même moment, à Vannes, dans le Morbihan, 2 hommes s'apprêtent à décoller pour photographier la tempête. Juste avant leur départ, ils apprennent ce qui est en train de se passer au large. Quand le gars du sémaphore à qui on demande si c'est beau nous dit oui, mais en plus de ça, si vous voulez photographier un bateau qui coule, il y en a un qui est en train de couler, quoi. C'est évident qu'on saute dessus, quoi. C'est évident. On s'est regardés tous les deux, on s'est tout de suite compris, on a sorti l'hélico du hangar, il avait le point GPS et puis droit dessus.
Le photographe Yannick Le Gall et le pilote Daniel Manoury ne le savent pas encore, mais ils vont vivre l'un des moments les plus marquants de leur carrière. Au large, l'Erika est désormais cassée en deux. Sa coque avant s'enfonce dans l'océan et relâche une partie de sa cargaison. Un peu plus loin, à la dérive, la partie arrière du pétrolier flotte encore avec dans ses cuves des milliers de tonnes de fioul. Arrivés sur zone, les hélicoptères de la marine réussissent l'exploit d'évacuer les 26 membres d'équipage. Durant plus de 2 heures, ils élitreillent les marins qui ont trouvé refuge sur de petites chaloupes de sauvetage. Je me souviens, moi, que les frelons, on les voyait de très très loin. C'était deux petites têtes d'épingle qui nous ont permis de les repérer. Et après, on était seul avec le navire cassé en deux. Mes premières sensations, ça a été de me dire c'est de la belle lumière, puis j'ai pu raisonner comme ça parce que justement, il n'y avait pas visiblement une catastrophe humaine dans le sens où il n'y avait pas des hommes à la mer, où là, j'aurais évidemment pas raisonné de la même manière. Je faisais attention à son cadrage, la lumière, la couleur qui était du bon côté, l'écume qui déferlait sur le côté. Et le nom de l'Erika qui était important pour nous, pour l'image, on faisait de l'image, quoi. C'est ça notre truc. Bah moi j'ai trouvé que l'avant de l'Erika, c'était ce qui était le plus impressionnant. Moi ça m'a fait penser à un rorqual qui sort de l'eau, ou une énorme baleine. Bah oui, on est devant quelque chose d'inédit, quelque chose de fort, quelque chose de... tout en réalisant que ça allait être aussi une catastrophe naturelle, quoi. On avait un peu d'expérience des vents, des courants, de la situation géographique. On savait que ça allait être monstrueux sur les îles. C'était une évidence. Le naufrage du pétrolier l'Erika au large de Brest, le navire qui battait pavillon maltais s'est brisé en deux dans la tempête. Les 26 hommes d'équipage ont pu être secourus, mais l'inquiétude vient ce soir des 24 000 mètres cubes de fioul lourd qui se sont répandus dans la mer. La nappe qui s'est formée dérive actuellement vers le large. Il n'y aurait aucun risque de pollution côtière selon le CEDRE, le centre de recherche et... À Belle-Île-en-Mer, Marie Thuillier, collégienne à l'époque, est comme la plupart des habitants. Elle est accrochée aux dernières nouvelles. Nous, on ne comprenait pas trop parce qu'on se disait, bah, l'Erika est là, Belle-Île est là, l'île-Dieu est là. On disait tout allait aller à l'île-Dieu, mais sauf qu'il y avait Belle-Île entre deux. Bah non, je dis non, c'était pas possible. Le vent était bien ouest-nord-ouest de l'époque. Et ben, la nappe, il y avait une grosse nappe qui était sortie de là. Ça n'allait pas pouvoir se diviser en deux, c'était pas possible. On savait bien qu'on allait se prendre la grosse nappe en question, mais que tout le monde, finalement, toute la côte, allait en avoir du mazout sur la plage, quoi. Thibaut Grolmund est lui aussi très inquiet. En décembre 1999, il vit avec ses parents dans un petit village de la côte ouest. C'est l'un des endroits les plus sauvages de Belle-Île. Quand le bateau s'est cassé en deux, là, déjà on a tous été secoués. C'est devenu le sujet de conversation principal sur l'île. Mais c'est une catastrophe, elle va arriver la catastrophe. Où, quand, on ne sait pas. Dimanche 12 décembre, il est 14 h. Dans la passerelle de la baie Flandre, Hervé Hamon est toujours derrière sa petite caméra. L'équipage vient d'arriver sur la zone du naufrage et cherche un moyen de remorquer le pétrolier. C'est le début d'une mission périlleuse. Quand on est arrivé, on a vu que l'Erika s'était complètement cassée en deux. L'avant, on ne voyait plus que le bulbe qui dépassait dans une mare de pétrole. En revanche, la partie arrière flottait encore bien et elle était un peu levée comme ça. Elle était à peu près comme ça, mais on voyait quand même que cette partie arrière tenait le coup. Et donc on se disait que la moitié du pétrole était encore dedans. Et on avait remarqué qu'à l'arrière du bateau, il y avait une remorque. Bon, la partie arrière, on peut la prendre en remorque. Il faut juste vérifier qu'il y a un chômeur central. Donc les gars ont bien regardé, et il y en a deux qui ont dit ouais, je pense qu'on peut le faire, et je suis volontaire pour y aller. On savait que le bateau est en train de dériver droit sur Belle-Île,
et que si on n'intervenait pas, si on n'arrivait pas au moins à le stopper, il allait se cracher sur l'île et saloper tout le coin. Charles Claden, le commandant du remorqueur, coordonne les opérations avec les hélicoptères. 2 marins de l'Abeille sont déposés sur le pont arrière de l'Erika qui gîte fortement. Ils doivent absolument trouver un moyen d'accrocher le câble de remorquage, car l'Erika menace de couler à tout instant. Charles avait demandé que l'hélico reste vraiment aussi précisément que possible au-dessus, de façon à les récupérer, à la voler le plus vite possible. C'était quand même très chaud. Et on a peur, on a peur collectivement, les gars ils ont peur aussi. Et moi j'aimais bien cet esprit d'équipe. Chacun à sa place et toujours quelqu'un couvrant l'autre. Chaque matelot se positionnait suivant ce que lui demandait le Bosco, et puis tout le monde travaillait sous la protection de l'autre. Dans cette mer formée, les manœuvres sont délicates. Il faut jouer sans cesse sur la tension de l'énorme câble pour ne pas qu'il se brise. Avec toute sa puissance, l'Abeille Flandre va tenter de remorquer vers le large ce qui reste de l'Erika. Il faut à tout prix que le navire et sa cargaison ne coulent pas près des côtes françaises. Au bout d'un moment, là, vraiment rapidement, je dirais au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, on a compris une chose, c'est qu'on ne pouvait pas bouger. Si on arrivait à la tenir sur zone sans qu'elle dérive, sans qu'elle foute le camp à la côte, ce serait déjà pas mal. Toute la nuit du 13 au 14 décembre, les sauveteurs font ce qu'ils peuvent pour éviter le pire. Mais le lendemain matin, la partie arrière de l'Erika s'enfonce inexorablement vers les profondeurs. Je vois l'agonie du bateau, c'est-à-dire que l'eau était en train d'entrer, la cloison était en train de lâcher, et donc l'arrière du bateau s'est dressé progressivement. Ça a pris un certain temps, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et puis le bateau s'est engagé. Qui est gonflé, qui est à l'envers. D'accord. On essaiera de récupérer peut-être après si on Je pense que pour n'importe quel marin, c'est un drôle de truc, c'est un drôle de moment. Il y a un moment de silence. Quand il y a un bateau qui coule, c'est une mort. C'est une mort. Oui, est-elle de l'Abeille Flandre, Fort-Éclair, me recevez-vous? Oui, je vous donne la position exacte. 47 degrés, 9 minutes, 24,5 secondes nord. Bonsoir, le cadeau des pétroliers, des bousses de fioul. Toute la nuit de Noël, elles se sont déposées sur les plages du Finistère, du Morbihan, à Belle-Île et jusqu'en Loire-Atlantique. Et la Hotte est encore pleine. Cette pollution va s'étendre sur des semaines, voire des mois. Le 25 décembre au matin, les rivages de Belle-Île sont envahis par une marée noire qui empoisonne tout sur son passage. On soigne des dizaines d'oiseaux malades du pétrole. Au début, on n'y croit pas. On se dit, bon, on verra demain. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon vélo, je suis venu ici, parce qu'ici, Porcheul, pour moi, c'est mon quartier, c'est là où j'ai grandi. Et avant d'arriver en haut de la côte, là-bas, j'ai senti l'odeur. Et là, tu te dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais tu n'y crois toujours pas, jusqu'à arriver ici et découvrir l'ampleur des dégâts. Pendant des semaines, poussés par les vents et les courants, les nappes de fioul qui s'échappent encore de l'épave viennent s'échouer du littoral breton jusqu'à la Vendée. Il n'y avait plus de mer, c'était une mer de pétrole, de pétrole épais. C'était marron, c'était visqueux, il y en avait déjà partout. Hein. C'était remonté sur les rochers, les rochers étaient recouverts comme d'un gros caramel visqueux épais. Et puis, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on voyait la mer passer sous le pétrole, hein, qui était venu se poser sur toute cette plage. Puis le pétrole bougeait tout doucement avec les mouvements des vagues successives qui arrivaient. On a l'impression que le paradis dans lequel on a vécu est terminé. Et puis que jamais ça reviendra comme c'était avant, quoi, hein.
la pimprenelle qui est là. Passionné de botanique, Yves Brien guide aujourd'hui les visiteurs le long des falaises qui bordent les plus belles criques de son île. À l'époque du naufrage, il était maire du palais et donc en première ligne pour tenter de sauvegarder le littoral. Toutes les roches sont couvertes à 100% de lichen. On est à presque 10 mètres au-dessus des pleines mers de Vivo quand même. Vous voyez jusqu'où la mer peut faire straquer le pétrole. Alors il devait être mou à l'époque où il s'est collé là. Maintenant il est devenu dur. Les gens, ils ont pris n'importe quoi. Ils sont allés à la côte, groupés, seuls, à quelques-uns, et ils ont commencé à ramasser du pétrole. Et puis sans savoir trop où on allait le mettre, on le collait en arrière, on faisait des trous. Et c'est vrai que les 15 premiers jours, avant que tout s'organise sous l'égide, alors d'une part des élus de l'île et puis des pouvoirs publics, c'est un espèce de mouvement brownien, quoi. Les gens se précipitent, on essaye d'enlever le pétrole, comme si par miracle, on allait pouvoir le faire, alors que tous les jours, il en arrive autant, quoi. Mais c'était une réaction, on nettoie, on veut nettoyer tout ça, parce que c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Il y a eu les premières heures, ça a été une espèce de vide, de désarroi complet. Et puis chacun s'est mis à aller chercher des stocks de gants, des seaux, des bâches. Et puis on a commencé petit à petit comme ça à ramasser, chacun avec nos petits moyens. Et, comme ici, moi j'étais à la crique qui est juste derrière. Après on avait organisé un petit groupe. Et puis on avait fait une toute petite chaîne avec les outils de chantier de mon père. Et puis on ramassait, quoi. Les oiseaux marins qui vivent et se nourrissent en haute mer sont les premières victimes de la cargaison toxique de l'Erika. Englués et incapables de voler, ils ont dérivé à la côte avant les premières nappes de fioul. Malgré leur maigre connaissance en matière d'ornithologie, Marie et Oriane Thuillier n'ont pas hésité une seconde à se porter au secours de ces oiseaux. C'était ici l'endroit où on ramassait les oiseaux pour la première fois. Et c'est dans les mêmes contextes, avec des grosses vagues comme ça, pareil. Quand il y avait le mazout, mais il n'y avait même pas de petits éclats, il y avait de mer ou quoi que ce soit. C'était plat, c'était mort, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien, quoi. C'était pas beau à voir. Il y avait une vague, un oiseau. Ça, c'est les petits guillemots qui sont arrivés échoués sur la plage avec toutes les galettes là qu'on voit et puis qui s'étaient complètement englués. Une fois qu'ils étaient après mis dans des lavabos avec des jets d'une certaine température, avec un shampoing spécialement pour ça, pour essayer d'enlever le maximum et tout ça à la brosse à dents pour essayer de nettoyer plume par plume. Une piscine avait été installée pour que les oiseaux puissent se baigner dedans, pour qu'ils puissent se réimperméabiliser leurs plumes. Et puis si on voyait que l'oiseau coulait, c'est qu'il était encore mal nettoyé et puis qu'il fallait recommencer en fait jusqu'à ce que l'oiseau flotte. C'était dur de voir ça parce que bon, même pour la bête, et c'est pour ça que des fois y en a qui stressaient et puis qui n'y arrivaient pas de toute façon à survivre. Un mois après le naufrage, le photographe Yannick Le Gall est de retour à Belle-Île. Il veut immortaliser les opérations de nettoyage. La deuxième sortie, je crois qu'elle devait être le 19 avec Daniel, on avait fait Belle-Île, on était allé sur la côte du Croisic. Là, c'est beaucoup plus la consternation, quoi. On n'est plus dans la même logique, là on voit le résultat de la catastrophe. Là, on voyait, c'était un travail de fourmi. Ouais. C'était une toute autre ambiance. On était moins dans le spectaculaire, mais on était plus dans le dramatique quelque part, quoi. Ils sont bénévoles, pompiers ou militaires, venus des quatre coins de France pour aider les Belle-Îlois. Pendant des semaines, ils vont nettoyer les outrages du pétrolier maltais. Par centaines, ils se relaient sur les falaises, au fond des criques et sur les plages. On tente aussi de piéger le pétrole en mer avant qu'il ne touche la côte sauvage.
C'est une véritable bataille contre la marée noire que décrit chaque jour Jackie Lemaire dans un petit carnet. C'est l'impression que ça va donner, c'est un récit de guerre parce qu'il y a eu des stratégies à développer, il y a eu du matériel, on dira des armes pour lutter parce que nous n'avions strictement rien du tout. Crossetel, la SNS 096. Nous sommes aux Aiguilles de Port-Coton, c'est un site emblématique de l'île. Dans des endroits comme ça, difficiles d'accès, nous avons eu recours, grâce aux montagnards qui sont venus nous aider, à des tyroliennes qui partaient du niveau de la mer jusqu'en haut de la côte pour transporter jusqu'à 1 tonne de big bag avec de la merde à la fois. Voilà. Ça a quand même duré un peu plus d'1 an. S'il y a eu quelques moments de découragement, mais à peine perceptibles, parce qu'il fallait à tout prix qu'on nettoie. Au cœur de cette lutte interminable, un autre forçat du mazout ne compte plus ses efforts. Pierre Mouty est le seul à avoir conservé un échantillon de la cargaison. Voilà le pétrole de l'Erika. Il en reste. On a tendance à oublier toujours. Une fois que c'est nettoyé, on ne voit plus. Mais c'est ça qu'on avait ramassé. Il y en avait des fois jusqu'à 20 cm d'épaisseur. Quand on enlevait ça des rochers, tout venait avec. Les berniques, les algues, tout venait avec. Il n'y avait plus rien en dessous. Le pétrole, c'est quand même quelque chose à la base qui est naturel. Je ne dis pas que ça se dégrade facilement, mais ça finit par se dégrader tout de même. Après, quand il y en a trop, il y en a trop. Ça ne se dégrade plus, ou pas au même rythme. C'est beaucoup plus long à guérir, on va dire. Après, c'est la dose qui fait le poison. Quand on voit ce qu'on a enlevé, si on avait attendu que la marée fasse le travail, ce serait encore bien pourri comme il faut. L'enquête sur ce naufrage désastreux révélera plus tard que cette fortune de mer est liée à une importante corrosion de la coque de l'Erika et à un très mauvais entretien du pétrolier. Pourquoi il y a des marées noires? Il y a des marées noires parce qu'il y a une chaîne de responsables, et dans cette chaîne de responsables, si un ou deux se mettent à déconner, se mettent à prendre le risque que quelque chose puisse déraper, au total, à l'arrivée, on va avoir le pépin, le gros pépin. Armateur, société de contrôle ou commandant? Qui est coupable? Les Bretons et les Belle-Îlois désignent vite l'affréteur du navire. Autrement dit, le groupe Total et son PDG de l'époque, Thierry Desmarais. Près de 20 000 personnes ont manifesté cet après-midi à Nantes contre les conséquences de la marée noire de l'Erika. Une fois de plus, c'est le groupe pétrolier Total Fina qui alimentait les slogans et les critiques dans le cortège. Et photos de manif. Est-ce que tu te rappelles des chansons qu'on avait écrites sur le bateau? Ah, je m'en rappelle plus du tout. Un pas dans le goudron, deux pas dans la mer, trois pas dans le mazout. Et en avant tout démarrer. Où es-tu? Que fais-tu? Et je passe la suite parce que ça dégénère. Au début, on était vraiment dans la tristesse, l'incompréhension. Mais là, on était dans la colère. Dans la colère, ouais. Voilà. Erika, plus jamais ça. Ça symbolise un peu, mais bon. Toi, t'y crois, toi? On espère toujours que la génération qui suit va être mieux que nous, qui se sentira plus concernée par les questions environnementales, notamment celle-là. Donc peut-être qu'un jour, ils seront suffisamment forts pour avoir un poids sur le législateur, parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a des effets où on se dit plus jamais ça, comme on le voyait sur nos banderoles hein, quand on allait à Nantes, hein, on veut plus jamais ça. Mais qu'est-ce qui a été mis en place demain pour que des bateaux poubelles se cassent pas? Certaines choses, oui, mais ça va sans doute pas assez loin. La Moco il y a 40 ans, l'Erika là il y a 20 ans, on se dit ben est-ce que ça va recommencer un jour? Donc l'inquiétude, une fois qu'on a connu ça, elle demeure. Hein. La nature paraît avoir une bonne résilience, c'est le cas, mais il y a quand même des domaines de la nature qui n'ont pas autant de résilience. En Bretagne, par exemple, aujourd'hui, les alcidés, c'est-à-dire les petits pingouins, les guillemots, les macareux, ils sont au bord de la disparition. Belle-Île a retrouvé son visage d'origine. On n'a plus cette odeur, on n'a plus tout ça. Mais on n'est jamais à l'abri de rien. On n'est jamais à l'abri parce que quand on voit tous les gros bateaux qui passent au large, même s'il y a plus de contrôle, plus de sécurité, mais on n'est jamais à l'abri de rien.
Les habitants de Belle-Île-en-Mer ont depuis longtemps retrouvé le paradis sauvage qu'ils avaient perdu un jour de décembre. C'était il y a 20 ans. Mais en hiver, il arrive parfois qu'avec les tempêtes, les fantômes de l'Erika remontent encore à la surface. Cette escale morbihanaise nous aura prouvé qu'éloignement n'est pas synonyme de dépaysement, bien au contraire, on est quand même ici dans l'un des coins les plus magiques de France, avec une biodiversité de proximité à préserver avec passion. Et des passionnés, nous en avons rencontré tout au long de cette émission, à l'image d'Isabelle et de François, qui perpétue la tradition de la pêche à pied avec comme boussole la préservation de la ressource. Il y a eu aussi Alexandre et Simon qui ont eu l'audace de se lancer dans la filière du poisson vivant, ou encore Thomas, à l'image de beaucoup de jeunes de sa génération qui ont décidé un jour de tout plaquer pour donner du sens à leur vie et de s'engager dans des pratiques agricoles plus vertueuses. Encore une fois, des rencontres stimulantes et inspirantes. Bonsoir.